Eh bien, bienvenue dans ce dernier webinaire de l'année pour le Handipact Île-de-France. Je suis Françoise Bailly-Bécher et je suis accompagnée pour animer ce webinaire par Benjamin Suquet. Et nous sommes ravis de vous retrouver sur cette thématique du référent handicap qui visiblement vous a fortement intéressé, sachant qu'on souhaitait l'aborder sur le côté rôle et surtout posture du référent handicap. On a voilà, en propos liminaire, sachez que ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay, vous pouvez tout à fait couper votre caméra si vous le souhaitez. Si vous souhaitez intervenir, on a souhaité le faire cette fois-ci sur Teams pour pouvoir faciliter les échanges et les interactions avec nos intervenants. Vous puissiez poser vos questions tout au long du webinaire, sachant qu'il y a un temps qui est consacré aux échanges questions-réponses à la fin. Mais si voilà, s'il y a des choses qui vous interpellent en cours de route, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Ou sinon, vous avez le chat évidemment sur le côté de votre écran. Et enfin, sachez que pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez activer, vous avez une fonction sous-titres, c'est Teams qui s'est grandement amélioré dernièrement. Donc, vous pouvez activer cette fonction si vous le souhaitez pour avoir les sous-titres en complément. Alors, pourquoi un webinaire sur le référent handicap ? On souhaitait revenir sur le rôle et la posture du référent handicap. C'est un sujet qu'on traite tout au long de l'année à travers les clubs des employeurs conventionnés, mais qui sont donc, comme son nom l'indique, réservés aux employeurs conventionnés. Et du coup, on souhaitait ouvrir aussi cette thématique plus largement, partager les expériences vécues des référents handicap qui nous ont rejoints pour ce webinaire et que je remercie, ainsi que des outils concrets pour pouvoir vous aider dans votre fonction de référent handicap et échanger, poser toutes vos questions. C'est ce que je disais en direct à nos intervenants, sachant qu'on a deux experts en plus de nos référents handicap qui interviendront sur cette fameuse posture du référent handicap. Donc, on fera une table ronde sur la majeure partie de la réunion et on consacrera une vingtaine de minutes entre 10h40 et 11h à peu près sur les questions-réponses. Et donc, comme je vous le disais, je suis accompagnée ce matin par Christelle Brunet, qui est responsable de la mission handicap à la CNAV, Louis Gautron, également responsable de la mission handicap au Conseil départemental du Val d'Oise, Karine Gros, qui est conférencière et chargée de mission handicap à l'UPEC, qui vous présentera notamment le contenu de ce qui est présenté dans le DU référent handicap, et Thierry Lartigue, qui est chef du service prévention qualité de vie au travail à la DRIETS Île-de-France, mais qui interviendra ici, qui est également référent handicap, mais qui interviendra ici en tant que formateur. Quelques mots pour vous rappeler que le cadre a évolué aussi récemment sur cette posture de référent handicap, puisque la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a instauré le droit pour tout agent de pouvoir consulter un référent handicap. Et ce référent handicap doit disposer sur un temps de travail des disponibilités nécessaires, donc du temps pour l'exercice de ses fonctions, sachant qu'il peut être mutualisé sur plusieurs établissements. Ce qui peut être le cas dans quelques régions. On commence à voir des référents mutualisés sur plusieurs établissements. Et quand on parle de référent handicap, en général, on parle toujours de chef d'orchestre, de couteau suisse ou de pilotage de mission, puisque vous êtes, en tant que référent handicap, chargé du déploiement, de la mise en œuvre et du suivi de la politique handicap. Donc, ça recouvre beaucoup de notions. Et on voulait aller un petit peu plus loin sur, voilà, ça veut dire quoi, être chef d'orchestre, être couteau suisse, être garant du pilotage. Et du coup, on avait cette première posture du savoir-être du référent handicap que on souhaitait. Donc, je vais passer la parole à Thierry Lartigue pour qu'il puisse expliquer un petit peu plus ce concept. Thierry, bonjour et merci de nous rejoindre. Je préviens déjà les participants que Thierry a un impératif, il doit nous quitter un petit peu avant 10h, donc c'est pour ça qu'on le fait intervenir en tout premier. Donc, pour le coup, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à intervenir dès maintenant sur son intervention. Merci Thierry, bonjour, je vous laisse la parole.
Bonjour, merci beaucoup et encore sincèrement désolé, mais l'actualité et dans mes fonctions font que la pandémie évoluant, je dois participer à un CHCT extraordinaire à 10 heures. Du coup, je vais essayer de synthétiquement de faire cette petite introduction. Peut-être qu'on peut passer la première slide. Effectivement, l'idée, c'est de parler du savoir-être du référent handicap qui, étonnamment, à mon sens, et surtout quand j'interviens, est rarement abordé. Alors que l'on peut, dans une matière humaine, on peut espérer évidemment que le référent handicap en tant qu'être humain et j'ai envie de dire le premier dispositif d'accompagnement, c'est un peu l'outil premier, hein, c'est son propre outil. Et l'idée, aujourd'hui, c'est un petit peu en introduction de réfléchir à cette posture de professionnel dans ce savoir-être. Réfléchir à sa posture pour devenir j'ai envie de dire, un référent handicap accompli, pour soi, mais aussi pour l'autre, ou pour l'autre, mais aussi pour soi. Donc l'idée, c'est un petit graphique assez connu, mais je trouve qu'il est toujours intéressant dans un petit niveau ou un premier niveau de réflexion, car on sait que tous les référents handicap ne sont pas forcément au même niveau, hein. Certains vont occuper des fonctions à 10, 15, 20% et d'autres sont employés à 100%. Mais voilà, c'est toujours une manière d'introduire assez simplement. Oui, on retrouve la sympathie, la compassion ou l'empathie. Chacun pourra s'y retrouver. Ce ne sont que des propositions. Il y a d'autres manières aussi, d'autres approches, par exemple, comme la bienveillance. Mais l'idée, dans un premier temps, c'est d'éliminer ce qui ne doit pas être. Donc, évidemment, la sympathie, nous sommes dans un cadre professionnel. Dans l'emploi, donc la sympathie, on va peut-être le garder dans un autre lieu. La compassion, courage, je suis avec toi, mais évidemment, nous ne sommes pas ni dans la compassion, ni dans la charité, encore une fois, on reste dans ce cadre professionnel. Et puis enfin, on va arriver à ce troisième temps qui va être l'empathie, où déjà, on va dire, ça va être un affect quelque part ou un geste qui est plus connu et qui va être plus intéressant dans notre travail, même si on va voir que dans ce qui va être proposé dans une certaine éthique, il faut savoir quand même l'encadrer, sa propre émotion, son propre affect, à la fois pour se protéger et puis pour protéger l'autre. Voilà ce que l'on pouvait dire peut-être en petits mots d'introduction, parce qu'encore une fois, l'idée c'est, même si on n'a pas forcément de réponse accomplie ou définitive, je pense qu'il est important de savoir ce qu'il ne faut pas faire et d'avoir une première réflexion sur son rôle de référent handicap. On va voir la slide suivante. La deuxième slide, elle fait un petit peu partie de l'introduction. C'est la courbe du deuil, alors qui est souvent connue. Vous allez me dire, mais pourquoi parler de cette courbe du deuil? Mais comme il est dit, la connaissance des réactions humaines est essentielle pour les acteurs ayant en charge d'accompagnement des personnes en situation de handicap, ou tout accompagnement, j'ai envie de dire, de personnes, d'êtres humains, que ce soit en milieu professionnel ou en milieu médico-social. Donc, elle rationalise les réactions que peuvent entraîner un changement de situation. L'idée, en fin de compte, c'est quoi? L'idée, c'est de se rappeler que 80% des handicaps arrivent en cours de vie. Donc, c'est toujours un choc, un changement dans sa vie, même si, évidemment, tous les handicaps n'ont pas forcément le même impact ou la même proportion. Un pourcentage à peu près environ de, je ne sais pas, de 50, 60, 70% d'agents ou de salariés en situation de handicap n'ont pas forcément besoin d'accompagnement ou d'aller aussi loin dans la réflexion. Mais quand même, il y a toujours un changement de vie, pas que professionnel d'ailleurs, souvent ça dépasse l'aspect professionnel. Mais dans nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que le handicap, c'est une perte de quelque chose. Donc il y a forcément un deuil à faire. Et il faut savoir que les personnes que l'on a en face de soi, que l'on accompagne, vont passer dans ces différents stades, en y restant plus ou moins, hein, c'est le principe de la courbe du deuil. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est pas d'être un professionnel de la courbe du deuil, c'est un peu symbolique, mais c'est d'avoir en tête qu'il y a forcément un changement dans sa vie, et pour nous, essentiellement, dans la vie professionnelle. Donc, on peut avoir des réactions diverses. D'ailleurs, on dit souvent qu'il y a autant de situations de handicap qu'il y a de personnes, puisqu'on peut avoir un même type de handicap différent. On va constater une différence forcément de situation entre deux personnes et entre deux situations. Voilà, donc en termes d'introduction, c'était de rappeler que ça impacte forcément sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et que le savoir-être du référent handicap, évidemment, va devoir s'adapter à ces situations-là changeantes. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet et dans ce qui m'est demandé aujourd'hui, dans le savoir-être, comme je vous l'ai dit,
L'objectif, c'est de professionnaliser le référent handicap, qui est un acteur de la diversité et du soin. Alors, comme je vous l'ai dit, le référent handicap est le premier outil de l'accompagnement. On dit que ce sont des soins informels non prescrits par les professionnels. On va appeler ça, je commence à introduire un petit peu la notion, le self-care. Acteur de la diversité, je pense qu'il n'y aura pas de contradiction. Partons, quand je dis que c'est un acteur du soin, je suis quelquefois contredit. Alors, il faut l'entendre dans acteur du soin comme, au sens, d'abord la définition au singulier, c'est pensée qui occupe l'esprit, préoccupation, c'est un souci relatif à un objet, une situation, à une personne. Et lorsqu'on le met au pluriel, alors là on est vraiment dans la définition des différents dictionnaires, on va retrouver des notions de sollicitude, de veiller au bien-être de quelqu'un ou des actions par lesquelles on rétablit la santé. Alors là, vous voyez, si on rétablit la santé, on est vraiment dans le geste purement médical ou paramédical, alors que moi je parle vraiment de l'acteur du soin dans la première définition qui va être la sollicitude, veiller au bien-être de quelqu'un. Donc pour nous, ça va être en situation particulière. Alors, professionnaliser par les compétences, parce que c'est important. D'ailleurs, le législateur, même s'il a, ce qui est bien, il a quelque part légitimé le rôle de référent handicap dans les entreprises privées et publiques. Il n'a pas encore précisé les compétences par un décret. Ça manque encore. Et donc, dans les compétences, comme vous le savez, on retrouve toujours les savoirs, les savoir-faire. Et l'idée la question à se poser aujourd'hui, c'est quel savoir-être? Les savoirs, c'est assez simple, ce sont toutes les compétences théoriques. Les savoir-faire, ce sont les compétences pratiques et opérationnelles. Évidemment, ce sont des gestes à apprendre. Mais quel savoir-être? Le savoir-être, il faut savoir évidemment que c'est la compétence relationnelle. Et pour pouvoir cadrer, j'ai envie de dire, ce savoir-être, il faut penser une éthique professionnelle pour un savoir-être. Et l'éthique est importante parce qu'elle va formaliser l'attitude professionnelle. L'attitude, c'est ce que manifeste une personne, c'est ce qui la constitue dans son geste professionnel. Et ce qui est proposé aujourd'hui, c'est une proposition, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'éthique du care. Alors en anglais, le care, c'est traduit, la traduction est compliquée, mais c'est le soin, la sollicitude ou le souci d'eux. D'ailleurs, au fur et à mesure de son évolution de pensée, c'est aussi une pensée philosophique et politique, la sollicitude va se perdre pour justement sortir peut-être d'un schéma un peu trop personnel ou familial. Et en quelques mots, parce qu'on pourra en parler longtemps, mais le care, en fait, vient des États-Unis, de Carol Chilligan, qui était une psychologue américaine et qui a écrit un livre qui a fait date, qui s'appelait Une voie différente pour une éthique du care, donc paru en 82 et traduit en 86. Alors évidemment, c'était une chercheuse. L'idée, c'était, au départ, c'était un nouveau champ de réflexion morale et féministe. C'était un débat entre l'éthique de la justice et l'éthique du care. Et ce qu'on reprochait dans cette recherche, pour être un petit peu simple, c'est que l'éthique de la justice était un petit peu trop généraliste, alors que l'éthique du care se voulait assez abstraite et dans les situations d'accompagnement du soin de la personne et de l'individu. Donc on sort de la règle générale. Il faut savoir d'ailleurs que ce livre était important puisqu'il était à l'origine du deuxième mouvement féministe aux États-Unis. Et puis en plus, petite chose importante, elle avait une collègue qui était Laurence Kohlberg, où il y avait une pensée dominante dans les années 80, c'était l'éthique de la justice. Et en fait, il y avait quand même une logique dans l'éthique de la justice qui était assez, je vais le dire entre guillemets, assez masculine, et beaucoup de préjugés et d'ignorance à l'égard des femmes et de la pensée des femmes. Et de fait, l'idée, c'était de se poser la question si l'éthique ou la morale avait un sexe dans l'accompagnement des autres. Alors, voilà, je fais un petit peu simple dans cette présentation, mais je pense que c'est un minima, et c'est pour ceux que ça intéresse de lire ce livre. Mais l'idée, c'était vraiment de sortir de cet aspect, après, dans l'évolution de cette notion, que oui, il y avait peut-être une théorie au départ de dire que seules les femmes pouvaient faire l'accompagnement dans le soin, mais on voit bien aujourd'hui que tout ça a évolué, et même par rapport à cette pensée philosophique et politique, ça a aussi évolué. Voilà. Pour ce que c'est que ça intéresse, je vous laisse aller découvrir, vous pourrez trouver un certain nombre d'articles sur le sujet. Mais l'idée, encore une fois, c'est vraiment de penser une éthique pour encadrer son geste professionnel. Et comme je l'avais dit, c'était prendre soin ou accompagner des personnes dépendantes suppose une attitude éthique. En fait, il est difficile de décrire l'activité et le travail sans prendre en charge sa dimension éthique. Encore une fois, pour cadrer le geste professionnel. Là, dans la
slide suivante, l'idée c'est de rentrer un petit peu, d'expliquer en quelques notions ce que c'est le care. Les principales notions. D'abord, c'est la vulnérabilité par rapport à l'autonomie. Alors, ça ne s'oppose pas forcément, hein, c'est encore une fois, c'est une manière de compléter la chose. Mais l'idée, c'est de se dire que la vulnérabilité est constitutive de l'être humain. On est tous vulnérables, nous sommes tous mortels, et on est vulnérable à la naissance, on est vulnérable lorsqu'on approche de la fin, mais on est aussi vulnérable dans les accidents de vie. Comme on l'a dit en introduction, 80% des handicaps arrivent au cours de la vie. La deuxième notion, c'est l'interdépendance. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de dépendance de la personne accompagnée vers la personne accompagnante, mais en fait, il faut vraiment le voir comme une interdépendance. C'est-à-dire que je vais apporter à la personne autant ce qu'elle va m'apporter. Donc, c'est l'interdépendance, du soi et des autres. C'est une manière aussi, on va voir, dans l'accompagnement du soin, de se protéger et de protéger la personne. Et en fait, la troisième notion, la capacité, qui est une notion plus connue pour le handicap, c'est aménager la société en fonction des capacités des individus. On y retrouve les notions de la loi de 2005 avec l'aspect situationnel, c'est-à-dire que la société est responsable de la situation de handicap, et puis aussi de la notion de compensation du handicap. C'est-à-dire que dans un idéal, si la société est totalement inclusive, on ne parlait pas de situation de handicap. Donc, vous voyez, c'est aussi une notion du care. Et en fait, qu'est-ce qu'on pourrait appeler le bon care? En fait, c'est tout simplement la capacité à prendre des responsabilités, le travail du care et la satisfaction des besoins. C'est-à-dire que lorsqu'on est référent handicap, on doit avoir une partie de ce qu'on appelle l'empowerment, hein, c'est le pouvoir d'agir, autant pour la personne accompagnante qu'accompagnée. Le travail du care, donc tout simplement le travail du soin, et on va tout à l'heure on parlera des caregivers, hein, ce sont ceux qui donnent le soin. Et puis l'ultime, hein, l'objectif ultime pour tout référent handicap, c'est d'apporter la satisfaction des besoins dans une situation de handicap. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'aménagement, je réponds à cet aménagement et en fin de compte, j'arrive à la satisfaction des besoins avec quand même, c'est toujours important, hein, ce droit à l'échec, mais toujours dans ce souci d'accompagner et de prolonger la satisfaction des besoins dans le temps. En fait, une fois que j'ai fait toute cette introduction, qu'on est parti des différents savoirs, d'expliquer pourquoi il faut se poser la question du savoir-être, puisqu'encore une fois, à mon sens, ça reste le premier outil, hein, le référent handicap est son propre outil. Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a parlé de l'éthique du care, c'est de le formaliser par rapport au référent handicap. L'idée, c'est de proposer une éthique, un cadre pour le référent handicap à travers l'éthique du care. Et là, l'idée, pour moi, c'est de vous le prouver, c'est-à-dire le care, c'est aussi, et pour le référent handicap, le souci fondamental du bien-être d'autrui, des rapports humains. C'est une morale d'une activité, hein, je vous l'ai dit, c'est important de cadrer son geste professionnel, d'un travail pour répondre à des besoins spécifiques des personnes, aux particularités des situations, ça c'est très important, les besoins spécifiques, hein, chaque situation va être nouvelle en fonction des personnes, des types de handicap et des situations. Et puis, le souci de maintenir la relation lorsque les désirs et les intérêts divergent. Ça, c'est propre au care, mais on va le retrouver aussi dans ce geste professionnel parce que parfois, on doit être en capacité de dire non à la personne en situation de handicap, non au manager. Et là, c'est pas toujours évident. Même si, et je ne l'ai pas dit, mais c'est important de le dire en introduction, évidemment que la personne en situation de handicap est au centre de son propre accompagnement. Donc, c'est pour ça qu'il faut lui laisser, j'ai envie de dire, la décision finale, à la fois pour la responsabiliser et puis aussi pour se protéger en tant que donneur de soins et d'accompagnant. Et enfin, le rôle accordé aux sentiments et aux émotions dans la compréhension des situations, je pense qu'il est toujours important. Parfois, on entend qu'il ne faut pas avoir d'affect au travail ou autre. Enfin, je pense qu'il est toujours difficile d'avoir deux cerveaux et deux personnalités. Encore faut-il savoir les encadrer, rester professionnel. Et ça, la manière de faire, c'est de toujours placer le travail, de se dire qu'on est toujours au travail, que c'est le travail qui va orienter nos décisions avec la personne accompagnée. Mais je pense que ça reste une matière purement humaine et qu'il faut laisser, j'ai envie de dire, les émotions et les sentiments s'exprimer dans un cadre évidemment réfléchi et adapté. Et enfin, la dernière
petite partie qui m'intéresse, c'est de parler justement de la pratique du référent handicap dans ce cadre éthique. Quelle pratique sous le care? Du coup, le travailleur en charge de la dépendance, donc comme je vous dis, on appelle ça les caregivers. Alors, ça peut être le référent handicap. Moi, je dis aujourd'hui que ça peut être le référent handicap, mais ça peut être les infirmiers, ça peut être les aides à domicile, ça peut être les services à la personne. D'ailleurs, souvent, sans vouloir être contradictoire par rapport à mon introduction, c'est souvent d'ailleurs des femmes qui occupent ces postes. C'est pour ça qu'on se posait la question du sexe par rapport à ça. Mais elle doit pouvoir avoir l'autorité nécessaire pour accomplir ce travail avec responsabilité. Ensuite, le soignant se met à la portée de l'autre, de ses capacités, en introduisant de l'horizontalité dans les relations. Ça, c'est très important parce que c'est pas parce qu'on accompagne une personne dépendante, et tout à l'heure, je vous avais parlé de dépendance et d'interdépendance, qu'on doit être supérieur à elle. Parce que là, on peut créer d'abord, on n'a pas à choisir à sa place, évidemment, c'est un principe de dignité et de respect de la personne. Et puis surtout, on peut introduire de la souffrance lorsqu'on va décider à la place de l'autre. Voilà, et on entend souvent des situations ou des informations dans les EHPAD d'encadrement ou de soignants qui vont maltraiter les personnes, mais évidemment, parce que, encore une fois, elles sont tout à fait en capacité de décider. La compétence de l'accompagnant tient dans un art de la relation, c'est le principe même du savoir-être, hein, c'est une compétence de la relation, et sur un savoir-être pour rendre possible une forme de la personne aidée. Évidemment, c'est-à-dire que nous, on est vraiment là en accompagnement de la personne et en aide de la décision. Et ensuite, il faut considérer les besoins de l'autre tels que lui-même les exprime, respect de l'autre, de la dignité, j'en ai parlé un petit peu avant, ça paraît tellement essentiel dans cette éthique, dans ce cadre, dans cette moralité que l'on s'impose, moralité professionnelle. Hein. C'est vrai que, petite parenthèse, je n'ai pas parlé, mais petite différence entre la moralité et l'éthique, c'est que la moralité est quelque chose quand même d'historique, d'ancré, alors que l'éthique, c'est une moralité un petit peu en mouvement, hein, qui va s'adapter par rapport aux situations et à l'époque. Voilà, petite parenthèse fermée, mais donc important de considérer les besoins de l'autre tels que lui-même les exprime, respect de l'autre et de sa dignité. Et enfin, pour revenir sur l'introduction, le point de départ, c'est il faut de l'empathie, de la bienveillance, de l'encadrement des émotions pour ne pas abuser de son pouvoir. C'est aussi un enjeu de sa propre vulnérabilité, parce qu'on en parle peu, mais par exemple, dans beaucoup de métiers de l'accompagnant, que ce soit les assistantes sociales, que ce soit les aides-soignants, les infirmiers, enfin j'en passe, il y a souvent du travail de supervision, tout simplement parce qu'il y a bien de l'affect et de l'émotion dans notre geste professionnel, donc qui est utile à mon sens, mais qui doit être encadré, préservé. Donc c'est important de réfléchir aussi à la fois à terme d'éthique, mais aussi de se protéger en tant qu'accompagnant au quotidien, surtout lorsque nous sommes dans des entreprises privées ou publiques et que la hiérarchie ou le collectif de travail attend des solutions et non pas forcément de l'affect ou de l'émotion. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en termes d'introduction dans le temps qui m'est imparti. J'espère que je n'ai pas été trop rapide. Mais l'idée, encore une fois, ce n'est pas forcément une solution à imposer, mais de se dire qu'il nous faut une éthique dans notre geste professionnel. Ça nous protège, ça protège l'autre, ça crédibilise le référent handicap qui devient aujourd'hui un vrai métier, même s'il était avant, mais maintenant le législateur l'a dit. Et donc, je pensais que c'était important d'en proposer une. Il en existe une qui s'appelle l'éthique du care. Donc, c'est ce que je pouvais faire aujourd'hui en introduction. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Effectivement, je pense que ce sont des concepts et qui seraient très intéressants de développer en un peu plus long que 20 minutes. On y pensera pour les prochains webinaires, peut-être de faire quelque chose de plus large sur cette pratique du care. Merci beaucoup, on vous libère. Juste une petite seconde Thierry, si vous voulez bien, avant de vous libérer. Merci encore beaucoup à vous. Une question qui vous est directement adressée. Vous avez fait état d'un bouquin qui traite et qui est à l'origine de ce concept de care, je crois de Carol Gilligan. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler les références de ce livre, si vous voulez bien? Oui, alors en fait, les références, ça se trouve assez facilement hein, sur Internet. Hein, vous tapez Carol Gilligan. Je vais vous redonner le titre parce qu'il y a une traduction. Exact. Donc, c'est une voie différente pour une éthique du care. Voilà, tout simplement. Merci à vous et puis on l'indiquera dans nos différents comptes rendus. Merci encore à vous Thierry. Je dois vous laisser. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.
Et du coup, on va tout de suite passer la parole à Karine Gros, qui va se présenter parce qu'elle a un CV qui est très riche et on voit toute la dimension qu'occupe la place du handicap dans votre parcours professionnel, Karine. Et du coup, il y a plusieurs concepts qu'a évoqué Thierry qui résonnent aussi fortement dans votre approche du métier de référent handicap. Hein. Voilà, j'ai noté la légitimité, le pouvoir d'agir. Voilà, tout ça, c'est des notions que vous abordez vous aussi sur dans le DU référent handicap. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, de réfléchir ensemble sur les missions et les compétences du référent handicap, et puis très honorée d'intervenir juste après Thierry Lartigue, effectivement, qui est un formateur du DU référent handicap depuis qu'il a été major de promotion il y a quelques années pour la promotion 3 au sein du DU référent handicap. Donc, c'est très agréable de pouvoir amorcer cette réflexion autour des compétences et des missions du référent handicap après cette introduction très intéressante sur l'éthique du care. Effectivement, donc, je suis Karine Gros, je suis maître de conférence à l'université Paris-Créteil, je suis chargée de mission handicap et titulaire de la chaire handicap, emploi et santé au travail qui développe plusieurs axes. La formation des personnes en situation de handicap, la formation du collectif de travail, mais également le maintien en emploi, la sécurisation des parcours et la prévention de la désinsertion professionnelle, et enfin la santé au travail avec notamment des focus sur le retour à l'emploi après le cancer et le handicap psychique. Je suis qualifiée au Conseil national consultatif des personnes handicapées et à la commission de l'intégration des personnes handicapées de la ville de Créteil. Vous l'avez dit, je suis responsable avec Didier Tourneroche du DU référent handicap secteur privé, fonction publique, secteur associatif, qui est ouvert depuis 2015. J'en dirai quelques mots dans ma présentation. Et effectivement, cela nous permet de travailler sur les missions et compétences et professionnalisation des référents handicap. Eh bien, écoutez, si vous le permettez, voilà, on va commencer sur ces moments-là. Alors, je vois que mais alors ça, c'est toujours voilà, les passages d'un PowerPoint à un autre, les documents n'apparaissent pas correctement, mais bon, peu importe, ce sont surtout des mots-clés qui sont là. Je vais les développer lors de mon propos. Comme l'a bien dit Thierry, donc nous le savons, le métier de référent handicap répond à la problématique mise en exergue par la loi du 11 février 2005 qui théorise donc la notion de situation de handicap et non plus seulement celle de handicap. Nous savons donc le concept de situation de handicap réinscrit la personne dans un environnement donné, social, sociétal, scolaire, universitaire, professionnel, mais aussi culturel. Et parce que ce concept vise à comprendre l'ensemble des interactions qui réduisent ou amplifient les situations de handicap, il oblige donc le référent handicap à développer des compétences plurielles, spécifiques et transversales, et notamment le savoir-être et l'éthique du care. Mais nous le savons aussi, le référent handicap est encore relativement nouveau dans le paysage des entreprises et des organisations, bien que depuis le 5 septembre 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et depuis la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Donc, nous le savons, depuis ces lois, eh bien, il y a une légitimité qui est attribuée, qui est reconnue au référent handicap pour lui permettre d'assurer pleinement sa fonction et son métier. Bien sûr, disons-le clairement, les contenus, je parlais de fonction, du métier de référent handicap, les contenus de ces missions tendent à se préciser depuis quelques années, même si son rôle et ses pratiques renvoient encore à des réalités diverses. Et à ce titre, je voudrais souligner le travail important des groupes de travail justement sur l'offre de services aux personnes et aux entreprises mise en place en 2019 par le secrétariat d'État chargé des personnes handicapées. Donc, ces groupes de travail qui ont fait émerger les missions principales du référent handicap, notamment dans les CFA.
On a vu dans ces groupes de travail l'investissement du FIPHFP, de la GFIP, des universitaires, j'en fais partie, des acteurs sociaux, des associations, du service public de l'emploi, des MDPH, des entreprises, des organismes publics, je ne cite pas tout le monde, mais ces groupes professionnels avec les associations des personnes handicapées, je l'ai dit tout à l'heure, ont constaté que les activités liées au poste varient en fonction du contexte de travail, qui peut être un contexte privé-public, en fonction également de la taille de la structure, du temps de travail consacré, de la formation et de la professionnalisation du référent handicap et des moyens dédiés, notamment financiers, à la politique handicap. Voilà. Donc, l'obligation de nommer un référent handicap dans les entreprises privées de plus de 250 salariés dans chaque CFA est désormais inscrite dans la loi. Thierry y a fait référence. J'ai moi-même, juste avant, fait référence au contexte législatif. Je précise donc qu'il s'agit donc de la loi Pénicaud pour la liberté de choisir son avenir professionnel et plus précisément de l'amendement 2104 du 7 juin 2018 porté par le député des Hauts-de-Seine Adrien, que l'on appelle Adrien, la désignation d'un référent en matière de handicap dans les entreprises, les entreprises de taille intermédiaire de plus, et puis dans le CFA. Et concernant la fonction publique, c'est l'article 92 de la loi du 6 août 2019, donc de transformation de la fonction publique, qui stipule que tout agent a le droit de consulter un référent handicap chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien en emploi dans des personnes handicapées. Donc, la loi vient donc inscrire dans les statuts des fonctionnaires la possibilité de consulter un référent handicap pour les agents en ressentant le besoin. Elle précise que cet accès est un droit obligeant les administrations à mettre en place cet accès. La loi permet également la mutualisation de la fonction entre plusieurs employeurs publics. Thierry y a fait référence également. Et rappelons-le, l'employeur public doit s'assurer que le référent handicap a la disponibilité nécessaire sur son temps de travail pour accomplir ses missions. Ce référent handicap dans les structures d'insertion départementale et régionale des personnes handicapées, comme le PRITH, et s'appuie sur les handipacts avec cet outil, là, on le sent bien, hein, qui est un outil donc performant de collecte et d'échange de pratiques entre les trois fonctions publiques. Donc les référents handicap assurent la coordination même entre l'agent handicapé, ses chefs de service, le collectif de travail, les acteurs médicaux et les acteurs sociaux. Donc, ce contexte législatif et socio-économique étant posé, c'était en fait mon introduction, vous l'avez senti, hein, je vais désormais apporter un éclairage sur le référent handicap en présentant ses compétences et ses missions, comme on le voit dans cette diapositive. Donc, je soulignerai donc d'abord 3 catégories de compétences. Un référent handicap doit d'abord avoir des compétences organisationnelles. Ces compétences organisationnelles lui sont indispensables pour maîtriser la méthodologie de projet et articuler projet de vie, projet du salarié ou de l'agent, hein, et projet de développement de l'entreprise. Alors, je ne répéterai pas à chaque fois agent, salarié, entreprise, organisme public, hein, mais on parle évidemment d'un référent handicap pour les secteurs privés, publics et secteurs associatifs. Donc, ces compétences organisationnelles sont nécessaires aux référents handicap pour expertiser et évaluer des situations de leur complexité, pour organiser, planifier, piloter une politique du handicap, pour fédérer et animer une équipe pluriprofessionnelle. Les secondes compétences du référent handicap sont relationnelles, et là je fais le lien avec ce qu'a développé Thierry Lartigue. On parle alors de savoir-être relationnel. Donc Thierry a fait le focus sur l'éthique du care, et donc c'est effectivement important d'insister sur ces compétences relationnelles qui rendent le référent handicap capable de comprendre et de dialoguer avec les personnes handicapées. Pour qu'elles deviennent, Thierry a insisté également sur ce point, pour qu'elles deviennent des acteurs de leur projet professionnel ou de leur cursus d'études d'ailleurs, ou de formation continue.
En effet, avoir un excellent relationnel est un atout essentiel chez le référent handicap pour travailler en équipe et mettre en place une équipe pluriprofessionnelle contribuant à l'accueil et à l'accompagnement de la personne en situation de handicap et pour construire une relation d'aide pertinente. Une équipe professionnelle, c'est-à-dire une équipe constituée de personnes de différents intervenants internes et externes de l'entreprise, de l'organisation, ayant des compétences variées, médicales, opérationnelles, techniques, etc. Donc, grâce à ces compétences relationnelles, le référent handicap, c'est conseiller et sensibiliser les membres de son entreprise, de son organisation aux problématiques du handicap, aux situations de handicap. Il sait également diffuser des informations. Il sait communiquer, c'est très important, sur un projet tout en respectant, c'est très important, une éthique professionnelle. Il sait élaborer une documentation papier ou en ligne sur le handicap et sur la politique du handicap de l'organisation, tout en ayant le soin de prendre en compte le contexte socio-économique de l'entreprise ou de l'organisme public. Donc, enfin, les troisièmes compétences sont des compétences techniques qui vont lui permettre de maîtriser les dispositifs législatifs en vigueur. J'en ai cité quelques-uns. Donc, qui vont lui permettre de mobiliser, de maîtriser ces dispositifs législatifs pour les mobiliser et les inscrire dans les évolutions. Ces compétences-là vont lui permettre également de maîtriser des concepts clés. Thierry en a cité quelques-uns, mettant l'accent sur accessibilité, adaptabilité, compensation, aménagement raisonnable, mesures appropriées. Cela va permettre également de maîtriser l'analyse des besoins. Là, ça c'est important aussi. D'identifier les grandes catégories de handicap ou de situations invalidantes. Ces compétences techniques vont lui permettre également de comprendre les conséquences de ces situations de handicap sur l'insertion, le maintien en emploi, l'évolution de carrière, toujours en respectant l'éthique professionnelle découlant de la mission de référent handicap. En effet, grâce à ces compétences techniques, le référent handicap peut repérer les incidences propres à chaque situation de handicap, ces fameux signaux faibles, et de proposer des solutions d'adaptation, de compensation, d'aménagement raisonnable, d'amélioration des conditions de travail et des solutions de sécurité en réponse aux situations. Pour les personnes en situation de handicap, pour le collectif de travail également, pour que tout le monde puisse travailler. Donc, je voudrais rajouter également que les compétences techniques du référent handicap ont d'autres impacts importants. En effet, elles lui permettent d'être expert en matière d'analyse d'une situation, identification des besoins spécifiques et mise en œuvre des réponses adaptées aux besoins. Et en matière également de construction de parcours professionnels des personnes handicapées en les mettant au cœur de leur projet. Elles lui permettent de bien connaître et de mobiliser des ressources pour le recrutement, pour l'accompagnement, pour l'intégration, l'insertion, pour la formation, pour la mobilité interne et externe, pour le maintien dans l'entreprise, pour l'évolution de carrière. Je le répète, c'est très important. C'est ainsi que le référent handicap est en capacité de constituer dans l'environnement de l'entreprise ou de l'organisme public un réseau de personnes et d'organismes ressources et de contracter des partenariats dans le cadre de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap avec des associations, des collectivités publiques locales ou territoriales, avec des centres médicaux, je ne fais qu'en citer quelques-uns, dans une perspective de responsabilité sociale des entreprises ou des organisations. Alors, fort de ces compétences, quelles sont donc les missions essentielles du référent handicap? Et c'est donc la deuxième partie de cette diapositive. Donc, sa première mission consiste d'abord, on y a fait référence tout à l'heure, vous l'avez évoqué en introduction, donc sa première mission consiste d'abord en la mise en œuvre d'une politique du handicap pour favoriser le recrutement, l'insertion, l'accompagnement des personnes handicapées, leur évolution de carrière. Je répète à chaque fois, l'évolution de carrière, j'y tiens.
C'est ainsi que le référent handicap, d'une part, s'attache à analyser des situations de handicap du point de vue des personnes et en fonction du contexte de l'entreprise. Donc, il analyse les paramètres d'une procédure de production ou de fonctionnement. Il analyse l'environnement relationnel, les besoins, les attentes des personnes handicapées, mais également les impératifs de l'entreprise ou de l'organisme public et de leur environnement, en prenant en compte leur organisation, mais également leur culture, leur dynamique, mais aussi leurs contraintes. D'autre part, le référent handicap structure, coordonne et met en œuvre la politique du handicap, c'est-à-dire qu'il accompagne les personnes en situation de handicap et concourt aux aménagements de postes et aux aménagements des conditions de travail. Pensons donc au concept de compensation, d'accessibilité. Le référent handicap ainsi mobilise les aides financières, les acteurs stratégiques, les outils. Il propose également des conseils et apporte des appuis auprès de la direction des ressources humaines, auprès des responsables également de petites et moyennes entreprises, voire de services donnés. Il propose des solutions adaptées aux personnes handicapées et gère enfin les projets en lien avec la politique du handicap, notamment la politique de diversité ou de lutte contre les discriminations, dans l'optique d'une RSE, d'une responsabilité sociétale de l'organisation, des entreprises. Mais ce que je voudrais rajouter également, c'est qu'il ne faut pas, et ne l'oublions pas non plus, le référent handicap a aussi une activité de suivi et d'évaluation. Et là, on insiste quelquefois, peut-être pas assez sur ce point. En effet, le référent handicap assure le suivi pendant la prise d'emploi ou la réorientation et sur le long terme afin de poursuivre ou de modifier les adaptations en fonction de l'évolution du handicap ou en fonction de l'évolution de l'entreprise publique ou privée et ou en fonction de l'évolution des conditions de travail. Ça peut être un déplacement d'une entreprise sur un autre site géographique, etc. Donc, pour évaluer les différents projets, le référent handicap doit donc produire des indicateurs de qualité et d'efficacité et en évaluer les résultats. Et cela, ça s'apprend, bien sûr. En somme, je voudrais dire que le référent handicap élabore et propose, gère et met en œuvre une politique du handicap afin de favoriser l'insertion, le maintien en emploi, la formation, la réorganisation, la réorientation professionnelle, l'évolution de carrière, mais aussi sa seconde mission importante est celle d'information et d'accompagnement. En effet, il doit accomplir des activités d'information et d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il doit communiquer, il doit composer une documentation papier et ou numérique à destination du personnel de l'entreprise, pas simplement à destination des personnes en situation de handicap, mais une documentation à destination de l'ensemble du personnel du collectif de travail concernant les situations de handicap, concernant l'accessibilité des postes de travail, des lieux, des logiciels, l'accessibilité des outils numériques. Sa documentation doit aussi porter sur les droits et la politique du handicap de l'organisation. Et bien sûr, en fonction des résultats des activités d'évaluation, le référent handicap doit proposer de nouveaux outils, de nouvelles méthodes ou de nouvelles organisations de travail. Donc, ce que doit être un référent handicap, en guise de conclusion, c'est donc la diapositive suivante, eh bien, le référent handicap doit être un référent handicap formé. En effet, les organisations, quel que soit le statut, ont besoin de recruter des référents handicap. Mais elles ont besoin de recruter des référents handicap performants et donc nécessairement formés. Les entreprises doivent donc professionnaliser les référents handicap en poste ou leurs futurs référents handicap. Donc, aux problématiques de recrutement ou de nomination des référents handicap soulevées par le législateur, s'ajoutent donc des problématiques de professionnalisation de référents handicap qui expriment d'ailleurs le besoin, la nécessité
d'être mieux outillés afin d'acquérir des compétences et des savoir-être opérationnels. C'est au regard des besoins évoqués, vous le disiez en introduction, qu'a été créé en 2015 l'EDU référent handicap, secteur privé, fonction publique, secteur associatif de l'UPEC, dont Thierry Lartigue est un formateur, est un pilier dans l'équipe pédagogique. Donc, cette formation a été construite par et dispensée par des universitaires, mais pas que. C'est là tout l'intérêt. Donc, elle est construite et dispensée par des universitaires, des professionnels de l'entreprise et des organismes publics, donc des directeurs de mission handicap, des référents handicap, par des professionnels de l'insertion et du maintien de l'emploi, des professionnels du handicap, des acteurs du secteur médico-social, des acteurs du secteur public de l'emploi, des associations de personnes handicapées, des CRP, bon, qu'on appelle maintenant ESRP, etc. Enfin, bon, voilà, de manière très large, tous ces acteurs experts en handicap, en emploi. Cette formation prend en compte les problématiques du secteur privé, des trois versants de la fonction publique et du secteur associatif, et vise donc l'acquisition de compétences stratégiques et opérationnelles que j'ai développées tout à l'heure. Pour faire un focus rapide sur cette formation, vous aurez, je sais, accès à la plaquette ultérieurement. Cette formation hybride est constituée de 4 blocs de compétences pour un total de 100 heures de formation, avec un colloque initial et une journée professionnelle du réseau des référents handicap. Nous en serons à la 4e cette année, car la formation se fonde aussi sur l'expertise de la recherche universitaire, et vous soulignez tout à l'heure l'importance de travailler sur les concepts. Donc, la qualité de la fondation, de la professionnalisation, d'ailleurs, découle de ce lien entre recherche, professionnalisation et puis réflexion sur la pratique. Je disais donc 4 blocs de compétences. Un premier bloc centré sur l'élaboration du diagnostic d'une situation de handicap dans son environnement. Le deuxième bloc sur la mise en œuvre d'une politique handicap au sein d'une organisation. Le troisième bloc, lui, est centré sur l'accompagnement de la personne en situation de handicap dans son parcours professionnel ou de formation. Et le quatrième bloc, vous allez le deviner après la présentation que j'ai faite, est centré sur la mobilisation des ressources, des acteurs internes et d'un réseau de partenaires dans le champ du handicap. Donc, les séances en présentiel, en distanciel asynchrone ou en distanciel synchrone, les supports de cours, les ateliers, le stage de 40 heures, les travaux d'apprentis-chercheurs s'accompagnent en outre de l'utilisation d'une application mobile référent handicap composée par handicap.fr et la chaire handicap, emploi et santé au travail, où il s'agit, grâce à cette application qui est ouverte à tous, donc il suffit de la télécharger, elle est gratuite, de se professionnaliser grâce à des récits, grâce à une fictionnalisation des situations où on doit prendre des décisions à travers ce récit, et ensuite une parole d'expert composée par les membres de l'équipe pédagogique du DU référent handicap. Une parole d'expert apporte un éclairage sur les choix qui ont été faits par la personne qui a utilisé l'application mobile et qui a fait tel choix dans tel récit, dans telle situation proposée. Et bien une parole d'expert qui rappelle aussi des concepts législatifs, des concepts qui sont issus de la recherche et qui permettent ainsi, grâce à ces récits qui sont fictionnels ou qui sont fondés sur des témoignages ou qui sont également proposés sous forme de vidéo, et bien grâce à ces outils-là qui permettent aux référents qui consultent cette application de se professionnaliser, de se former, en complément, bien sûr, du DU référent handicap. Donc, ce programme de professionnalisation du DU référent handicap s'appuie également sur des ouvrages composés par l'équipe. Et donc, là aussi, ça est très important de pouvoir donner accès à une formation fondée sur les concepts que j'ai évoqués tout à l'heure, sur le contexte législatif, sur la recherche. Donc, donner accès à tous à une formation, à des outils de professionnalisation grâce donc aux éditions législatives ESF qui publient depuis 2019 nos ouvrages. Donc il y a
professionnaliser le référent handicap, connaissances, compétences, savoir-être et savoir-faire. Donc, il a été labellisé comité interministériel du handicap, tous concernés, tous mobilisés, avec une préface d'ailleurs de Adrien Taquet, donc qui est à l'origine du fameux amendement sur la nomination des handicap. Il y a également emploi et handicap, de la culture de la RSE à l'émergence de nouvelles formes de travail que j'ai co-dirigé avec Gérard Lefranc, donc le directeur mission handicap de l'entreprise Thales, avec une préface de Marianne Longchamp, hein, donc qui a porté cette fameuse loi du 11 février 2005. Il y a également l'ouvrage 100 questions-réponses pour l'emploi des personnes handicapées, avec une préface du député Thierry Michels, qui est co-auteur avec Karine Radian, également personne qualifiée au CNCPH. Donc Thierry Michels et Karine Radian qui ont composé le rapport vers la pleine citoyenneté des personnes handicapées, représentation et participation à la construction des politiques publiques pour une société inclusive. Et puis ensuite, le dernier ouvrage qui est sorti le 8 septembre, « Accompagner », où là, on brasse de la naissance jusqu'à l'insertion professionnelle et sociétale. Hein, donc, l'accompagnement des personnes avec autisme, avec une préface de Bertrand Montubert, responsable du projet Aspi Friendly, et le chapitre inaugural composé par la délégation interministérielle à l'autisme. Donc, ces ouvrages font partie intégrante de la professionnalisation des référents handicap, assurée par le DU et puis accessible pour tous. Merci, un vif succès, puisque nous avons depuis 2015 plus de 150 demandes d'inscription par an, et les lauréats reçoivent leur diplôme des mains de secrétaires d'État ou de ministres, hein, Sophie Cluzel, Marianne Longchamp, Adrien Taquet, ou du précédent défenseur des droits Patrick Gouet, ou des directeurs de l'AGFIP ou du FIPHFP, hein, donc Marc Desjardins, Didier Sartier. Cette formation connaît un vif succès également, car des entreprises ou organismes publics, et là j'insiste aujourd'hui, hein, nous sommes avec le FIPHFP, hein, donc des entreprises ou organismes publics ont décidé de faire former tous leurs référents handicap par le biais donc de ce DU, de l'UPEC. Ainsi, l'entreprise de Thales et le ministère de la Justice ont déjà signé une convention pluriannuelle de 3 ans pour que l'UPEC, par ce DU, forme tous leurs référents handicap. Maintenant, les ministères sociaux et les ministères des armées sont dans la même. Ils sont en train de travailler sur signer prochainement. Hein. Et pour montrer d'ailleurs cette dynamique, les 3 ministères, donc ministères sociaux, de la justice, ministère des armées, ont d'ailleurs demandé à l'équipe du DU référent handicap de créer le premier webinaire interministériel à destination des référents handicap des 3 ministères, mais on ouvre plus largement, hein. Donc à destination des référents handicap des 3 ministères et du collectif de travail de ces 3 ministères. Donc, ce cycle de webinaires composé de 5 webinaires s'est ouvert le 3 décembre lors de la Journée internationale du handicap et porte cette année sur la thématique du recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique. Voilà. Donc, ça, cela permet aussi bien de valoriser l'implication du secteur public hein, qui s'empare de la professionnalisation et de la formation de ces référents handicap. Donc, merci, juste Karine. pour vraiment… Je vais vous demander de conclure parce qu'on va passer la parole à nos référents. Merci. C'est ça, tout à fait. Alors, c'était juste vraiment, voilà, pour conclure, j'en suis là. Le référent handicap, ce qu'il n'est pas, hein, eh bien, ce n'est pas lui qui entérine la politique handicap de l'organisation. Là, cette responsabilité relève des prérogatives de l'équipe dirigeante. Ce qu'il n'est pas non plus, hein, ce n'est pas lui qui est le spécialiste du handicap, qui sait tout sur la question, sur laquelle on peut donc entièrement se reposer, vous l'avez compris. Le référent handicap s'entoure d'une équipe pluriprofessionnelle. C'est grâce à cette équipe pluriprofessionnelle que la politique handicap peut se déployer au sein de l'organisation. Je vous remercie de votre écoute et de ce temps pour développer les compétences et missions du référent handicap. Merci beaucoup, Karine. Y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les propos de Karine et dans les propos de Thierry. Je pense que ça fait écho
auprès de Christelle et de Louis, qui sont donc nos témoins pour partager leur retour d'expérience. Donc Christelle Brunet qui est responsable mission handicap à la CNAV et Louis Gautron pour le département du Val d'Oise. Je vais couper le partage d'écran pour voilà, vous pourrez à ce moment-là vous rapprocher de nous pour qu'on vous accompagne. Et du coup, Christelle, je vous passe la parole. Vous êtes donc depuis 8 ans responsable de la mission. Je lui transmets l'info. 4 ans. On entend quelqu'un, si quelqu'un peut couper son micro. Voilà. Et vous avez suivi il y a 2 ans alors c'était pas la formation du DU de Karine Legros, mais une autre formation également proposée par le FIP avec une méthodologie d'apprentissage différenciante qui est basée sur la Gestalt. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et puis surtout quels sont voilà, aujourd'hui 2 ans après les bénéfices que vous en tirez dans votre quotidien de référente handicap? Oui, alors effectivement, j'exerce entre autres en tant que référente handicap pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse et j'anime aussi un réseau de référentes handicap sur le territoire national et j'assume cette fonction-là depuis 4 ans. Voilà, et effectivement, en 2019, j'ai suivi la formation à l'EHESP, la formation de référent d'accompagnement des personnels en situation de handicap, qui était, j'ai fait la première, en fait, la première promotion. Effectivement, c'est une approche d'inspiration, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais gestaltiste, hein, c'est-à-dire que c'est une approche où on va faire mettre l'accent sur la conscience du processus en cours dans la situation et une attention particulière au corporel, à la sensation, à l'émotionnel. Donc en fait, moi cette approche, elle me convenait bien à l'époque parce que j'avais tout un parcours déjà de formation supérieure et je n'avais plus envie d'être dans ce type d'approche un peu universitaire. Je cherchais quelque chose pour me faire réfléchir plus sur ma pratique et des choses qui allaient questionner mon positionnement. Donc là, vraiment, j'ai trouvé ce que je voulais. Parce que cette approche, elle fait, voilà, elle bouscule dans le sens où c'est une formation expérientielle. Donc, je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, on va travailler sur l'accompagnement des personnes. Effectivement, on va décrire, on va dire verbalement, les différentes étapes de cet accompagnement en se disant, il y a une entame, une introduction, la zone de contact dans l'accompagnement, la conclusion, le moment où la personne va un peu métaboliser. Donc ça, c'est le descriptif de ce qui se passe. Donc ça, c'est une chose. Mais ensuite, ce qu'on vient de décrire, on va l'expérimenter pendant tout le temps de la formation. C'est-à-dire que la formation en elle-même est un cycle, chaque regroupement est un cycle et chaque exercice qu'on va faire est aussi un cycle. Ainsi, on va faire le lien entre finalement ce qui est décrit de manière un peu théorique, ce qu'on va expérimenter soi-même en tant que personne en formation et ce qu'on va éventuellement expérimenter dans le cadre d'exercices. Et donc, c'est dans ce sens-là où c'est vraiment oui, quelque chose qui passe par l'expérimentation parce que finalement, ce qu'on travaille pendant ces temps de regroupement, ça va nous amener à réfléchir sur comment on fait les choses en entreprise, sur comment on se positionne, comment on se situe dans l'institution, en faisant tout le temps des liens entre la théorie et la pratique. C'est aussi vraiment un focus fort qui est mis sur l'émotionnel. Alors moi, j'ai une formation initiale de travailleur social, donc on m'a toujours dit qu'il fallait un peu mettre à distance ses émotions. J'ai jamais trop compris ce que ça voulait dire. Et là, tout d'un coup, on me dit, mais Christelle, prends soin de toi dans la relation à l'autre, fais attention,
mets de l'attention à ce que tu ressens comme émotion, parce que si cette attention-là, tu ne la portes pas sur toi, comment est-ce que tu peux accueillir l'autre, comment tu peux accueillir l'émotion de l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient bousculer la posture de travailleur social que j'étais initialement. Donc j'ai vraiment… ça fait écho à ce que disait Thierry en introduction sur la sympathie, en fait, et quand on a préparé cette intervention, vous disiez que vous vous autorisiez à ne pas forcément être la bonne référente handicap, la bonne conseillère, mais vous vous autorisiez à être un peu plus direct pour bousculer aussi les gens en face. Oui, parce que en fait, ça vient parler des limites. Donc, les personnes en situation de handicap, elles ont parfois certaines limites. Et la limite, soit on la voit comme quelque chose de définitif, soit on la voit comme quelque chose sur lequel on s'appuie pour être créatif. Et moi, en tant que référente handicap, dans l'accompagnement, je peux être très bienveillante, très mielleuse, mais ça ne va pas faire avancer la personne. Et à un moment, si je veux être bienveillante, je dois m'autoriser à être confrontante pour créer modestement du mouvement, du changement. Donc, moi, cette formation, elle m'a permis vraiment d'être beaucoup plus créative, de m'autoriser à engager des choses de moi, d'arrêter de vouloir me dire non, je dois être dans la distance, sans comprendre vraiment ce que ça veut dire, et surtout de me regarder faire aussi. Alors, me regarder faire dans l'accompagnement, mais me regarder faire dans l'institution, parce qu'il y a aussi vraiment une partie importante du travail lors de cette formation sur comment on se situe en tant que référente handicap dans cette institution, où on sait qu'on porte ses missions, on est souvent très seul, que ce n'est pas le cœur du sujet de nos institutions. Donc, comment on se débrouille de cette place très particulière, comment on fait alliance ou pas. Et du coup, dans le groupe, les regroupements, ils durent du mois de novembre à juin, à raison de 4 jours par mois sur une semaine. Donc, il y a quelque chose quand même qui s'inscrit un peu aussi dans le temps. Et finalement, ce qu'on est en train de jouer dans ce groupe-là, dans ces regroupements-là, c'est aussi la manière dont on est dans l'entreprise, dans notre institution, dans ce qui se joue par rapport à ma hiérarchie, par rapport à mon collectif de travail, par rapport à des gens qui ne veulent pas être embarqués sur le sujet. Donc finalement, ce groupe nous permet d'expérimenter tout ça et de voir là où ça coince, là où ça fait mal, là où finalement on commence à identifier qu'on a des émotions un peu de la colère, et qu'est-ce que ça veut dire derrière ça, et comment, puisqu'on s'intéresse pas au pourquoi, et parce que ce pourquoi il est infini, et puis on n'a jamais vraiment de réponse, ni soi-même quand on s'interroge sur pourquoi je suis comme ça, et mon père et ma mère, et puis on a toute une vie à questionner ça. Donc pourquoi est-ce que dans un entretien avec une personne en situation de handicap, je vais sans cesse la confronter à ça. Donc cette approche, elle vise à vraiment questionner le processus, le comment faire. Aujourd'hui, j'en suis là. Comment est-ce que je peux faire pour accompagner l'autre qui en est là et qui n'en est pas ailleurs, hein. Je peux espérer qu'il soit ailleurs, mais non, il est là. Comment je peux faire pour l'accompagner dans son processus de transformation. Donc, moi, ça m'a vraiment, cette formation, elle m'a vraiment correspondu, parce que moi, j'avais déjà aussi un parcours. Je venais de terminer un diplôme d'ingénierie, donc j'avais un peu un bagage théorique, et puis je me sentais en capacité d'aller chercher ce bagage théorique moi-même si jamais j'en avais besoin, et je n'étais pas non plus à la recherche d'un diplôme me donnant une légitimité ou me permettant de poursuivre après éventuellement sur de la recherche ou quoi. J'étais vraiment en recherche d'être un peu bousculée dans mon positionnement, et ça a fait évoluer pas mal de choses qui sont encore vraiment qui se sont inscrits très durablement dans la posture.
C'est ce que vous disiez aussi, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais sur la position, c'est une question qui revient souvent pour le référent handicap, c'est sa posture par rapport à la hiérarchie. Vous l'avez un petit peu évoqué, que ça vous avait donné aussi du poids et qu'il fallait prendre sa place sans attendre qu'on nous la donne. Je cite alors, dans la formation, effectivement, il y a aussi tout un aspect où on va évoquer le cadre institutionnel français, le cadre légal, international, européen. Enfin, on va aborder les notions, voilà, des notions de stigmatisation, des notions de, voilà, de principe de non-discrimination. Donc, en fait, on est aussi chargé de tout ça. Qu'est-ce que c'est que voilà, l'aménagement raisonnable? Donc, du coup, tout ça, quand même, ça fait qu'on est vraiment solide par rapport aux professionnels de l'entreprise qui pourraient être un peu malmenants. Et bon, voilà, on ne le dira à personne, mais notamment les acteurs de la santé au travail. Parfois peuvent venir nous questionner, et quand on n'est pas bien planté sur ces sujets-là, eh bien on peut se trouver en difficulté. Et en tant que référent handicap, moi j'estime que c'est aussi à moi, ça fait partie de mes missions, de rappeler le cadre, les obligations de l'employeur, et de n'avoir pas de doute là-dessus, quoi. Et donc, en fait, c'est cette espèce, enfin, ce que j'ai trouvé, moi, dans cette formation, c'est cette alliance entre, voilà, reparcourir fermement les fondamentaux et ce côté très expérientiel de vie collective que j'ai trouvé vraiment passionnante et qui m'a marqué durablement, en fait. Merci Christelle. Et vraiment, c'est une formation qui arrive en complément. Hein, oui. Vous avez des personnes qui ont participé au DU de l'UPEC qui étaient après dans cette formation. Oui, j'en ai rencontré. Effectivement, il y avait 2 personnes qui avaient fait l'UPEC 2-3 ans avant et qui étaient dans la formation. Alors, on a des questions, mais je voudrais quand même donner la parole à Louis, et puis après, on tâchera de répondre aux différentes interventions. Louis, merci de vous être joint à nous ce matin. Alors, vous avez un parcours différent, puisque vous êtes, je mets des guillemets, jeune référent dans la fonction publique, puisque vous avez 1 an de prise de poste au conseil départemental du Val d'Oise, mais vous avez derrière vous 15 ans d'expérience sur le sujet du handicap. Mais ce qui nous intéressait pour ce matin, c'était de voir sur quoi, voilà, en découvrant la fonction publique aussi et les mécanismes, sur quoi ou sur qui vous vous étiez appuyé, voilà, maintenant que vous avez un an de retour d'expérience à partager, sur qui et sur quoi vous étiez appuyé pour votre prise de poste de référent handicap. Et bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Ouais, oui. Ça marche. Alors du coup, effectivement, je suis arrivé il y a 1 an, donc c'est à la fois, moi je connaissais bien le handicap, les notions de recrutement, maintien dans l'emploi, enfin tous les sujets qui sont liés au handicap, l'accessibilité, mais j'avais peu de connaissances de la fonction publique, voire pas du tout de la fonction publique territoriale. Et la première chose effectivement que j'ai faite, c'est vraiment m'identifier auprès de tous les acteurs transversaux, ressources humaines, les achats, etc. Donc ça a été ma première mission, ça a été vraiment d'être identifié, de créer du lien entre tous les différents services qui pouvaient être amenés à travailler du coup sur la politique du handicap. Donc voilà, ça a vraiment été, on va dire, ma première mission. Je suis arrivé, alors je me rappelle, juste avant la semaine du handicap, je crois quelques jours avant. Et du coup, pendant la semaine du handicap, on avait simplement diffusé un CV de moi sous forme graphique, voilà, à l'ensemble des collaborateurs pour informer de ma venue. Et donc, ce que disait Karine tout à l'heure dans son intervention, c'est que c'est important pour le référent handicap d'être formé et d'être outillé. Ah oui. Tout à fait. Alors, pour le coup, vous avez participé à beaucoup de dispositifs proposés par le Handipack, puisque alors Christelle est votre marraine dans le cadre du programme de parrainage. Tout à fait. Et dans le cadre du club des employeurs conventionnés aussi.
vous avez souhaité participer, même si vous aviez une expérience récente. Oui, tout à fait, parce que j'ai parlé du coup de l'interne, mais effectivement, alors, outre le handipact, ça a été aussi de faire la relation avec tous les, on va dire, les institutionnels en local, que ce soit la MDPH, les Cap Emploi, etc. Et effectivement, j'ai profité du club des employeurs conventionnés que vous organisez pour aussi profiter du réseau, pour aller échanger avec les autres responsables mission handicap des autres départements qui avaient des prises de poste beaucoup plus antérieures à la mienne, ce qui m'a permis de voir un petit peu où est-ce que je pouvais aller, ce qu'il était possible de faire dans la fonction publique territoriale. Et effectivement, ça a été très enrichissant pour moi de discuter avec des gens comme Christelle ou d'autres référents handicap pour effectivement pour capitaliser, pour prendre des bonnes expériences. Et encore une fois, moi quand je suis arrivé ici, je venais du privé, donc j'étais habitué à travailler sous accord handicap. Donc rien à voir avec la fonction publique parce qu'on est beaucoup plus libre sur tout ce qui est engagement de dépenses. Et voilà, rien que sur cette notion-là, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur ce que je pouvais mettre en place au sein du conseil départemental. Donc ça m'a fait gagner beaucoup de temps en fait. Et pour le coup, en termes de posture pour prendre votre place, vous avez eu un contexte qui était un peu particulier puisqu'il n'y a pas eu de passation, puisque la référente handicap précédente le poste était vacant depuis 6 mois, je crois, ouais, et le DRH est parti dès que quasiment je suis arrivé. Ouais, tout à fait. Alors oui, bon, ça c'est une difficulté. Forcément, ça m'a mis en difficulté pour prendre mon poste parce qu'effectivement, moi, j'avais aucun dossier, aucun historique, rien du tout, et effectivement, j'avais pas de hiérarchie. Cependant, j'ai quand même eu beaucoup de pouvoir d'agir, finalement, paradoxalement, parce que comme j'avais pas de hiérarchie, j'ai pu faire à peu près ce que je voulais pendant 1 an, ce qui est assez formidable. De la légitimité, en fait, je suis d'accord, c'est très important, mais en fait, finalement, cette légitimité, alors moi, j'ai un petit peu souffert de mon prédécesseur, qui était parti un peu en mauvais termes, donc il a fallu que je recrée cette relation de confiance, pas de la personne, de moi, mais plus de la mission handicap, de ce qu'on pouvait apporter, et voilà, et de la politique même du handicap, en gros, que ça soit les aménagements de poste, remettre en place de la formation, etc., etc. Et alors après, en termes de posture, mais c'est quelque chose qui n'est pas propre à ici, que j'ai toujours connu finalement, comme on est amené à travailler avec un tas d'interlocuteurs différents, à travailler sur des sujets qui sont très nombreux, que ce soit le recrutement, le maintien dans l'emploi, la sensibilisation, etc. En fait, aucune journée ne se ressemble, c'est ça qui est formidable dans notre métier aussi. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a aucune journée qui est pareille. On est amené à rencontrer beaucoup de gens différents, que ce soit des managers, des directeurs, des partenaires. Enfin voilà, c'est très riche et c'est vrai que la question de la posture est très importante. Parce que à la fois, on va faire de l'accompagnement individuel, donc on a un petit peu un rôle de psy où on va entendre quelqu'un pendant 1 heure. Et puis, dans la foulée, on va appeler le manager. Et du coup, il faut prendre une autre posture, communiquer différemment, etc. Donc, c'est vrai que jongler d'une posture à l'autre comme ça toute la journée, c'est pas forcément évident. Ça peut être compliqué, des fois on se trompe aussi. Mais bon, c'est ça qui fait la richesse du métier, qui est vraiment enthousiasmant et qui est vraiment passionnant. Merci Louis, et tous les trois, Karine, Christelle ou Louis, quand on a préparé cette rencontre aussi, vous insistiez vraiment sur le fait de créer des réseaux. C'est indispensable, ouais, tout à fait. Comme Karine, vous le disiez dans les différentes promos, outre des journées où vous vous retrouvez tous ensemble, les gens ont créé sur des WhatsApp ou voilà, ont créé des réseaux et restent en contact. Christelle aussi, dans la formation, vous avez gardé contact avec toutes les personnes qui avaient participé à votre promo. Louis aussi, avec les personnes que vous avez vues dans le club, etc. Donc, c'est très important de pas rester seul, isolé sur cette fonction, mais vraiment d'échanger. Je pense que la notion d'échange entre pairs est vraiment très importante. Je pense que c'est un des gros risques justement du référent handicap ou de la mission handicap, c'est l'isolement. Et effectivement, parce qu'on est vraiment seul sur cette fonction et finalement seul on peut rien faire, on fait faire aux autres quelque part, enfin c'est un peu trivial ce que je dis mais c'est à peu près ça, et effectivement on a besoin des autres, donc c'est tout le paradoxe, c'est qu'on est à la fois isolé mais en fait c'est à nous de créer le lien avec
de l'entreprise, enfin, la collectivité, puis effectivement le réseau extérieur est très très important aussi. Je pense au Cap Emploi, la MDPH, etc., qui viennent faciliter en fait notre action, qui viennent nous informer, nous conseiller, enfin voilà, nous accompagner aussi. Ouais, tout à fait. Merci. Benjamin, on a des questions. J'ai vu passer quelques commentaires. On a des questions pour nos intervenants. Oui, en effet, on a pas mal de questions. Vous évoquiez dans vos différentes interventions, effectivement, cette question de la place du référent handicap au sein de l'organisation. D'une manière générale, est-ce que les uns comme les autres, vous préconiseriez, pas facile ce mot, une place, une position spécifique au sein de l'organisation? Est-ce que le référent handicap doit être attaché à la DRH, à la direction générale, à un service santé-prévention? Quelle est votre vision sur cette place au sein de l'organigramme, du coup, pour le référent handicap? Du coup, moi, ma position, enfin, c'est la première chose peut-être que j'ai faite. On était rattaché au service emploi de ma collectivité. J'ai demandé à être attaché directement au DRH. Je pense que c'est très important d'être attaché directement au directeur des ressources humaines. C'est pareil, c'est de ne pas être attaché aussi au service de santé. Je pense que c'est très important aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est la façon dont je vois les choses. Parce que le handicap, effectivement, alors moi, c'est quelque chose que je découvre ici au conseil départemental. Il y a un vrai enjeu médical, entre guillemets, parce qu'on a on a au niveau des collèges des restrictions, etc. Mais il y a quand même avant tout l'histoire de compétences et qu'il faut mettre en avant. Donc, selon moi, il faut être attaché au directeur des ressources humaines pour avoir du coup ce pouvoir d'agir, de ne pas être contraint par des services avec qui on peut être quelquefois en opposition sur certains dossiers. Je me demande, je vois Christelle et Karine, peut-être opiner du chef, une autre vision, un complément sur ce point-là? Moi, je partage la vision de... Tout à fait, pour pouvoir... Voilà. Allez-y, Christelle. Pardon, je partage la vision de Louis, ne pas, surtout, je vais le dire comme ça, ne pas médicaliser le handicap, donc surtout ne pas être rattaché au service de santé au travail et être attaché au DRH ou au directeur général, suivant celui qui a le plus d'appétence sur le sujet, mais à être attaché à un haut niveau de direction et surtout pas à la médecine du travail. Je confirme. Benjamin, d'autres questions? Merci. Oui, plein. Elle n'arrête pas d'arriver. Une question aussi, alors très pragmatique. Est-ce qu'il y aurait une bonne réponse à la question suivante? Quelle est la quotité de temps de travail que doit assurer l'organisation pour cette mission de référent handicap? À plein temps, pas forcément. Comment le penser, ce temps de travail dédié à la mission de référent handicap? C'est difficile à dire parce que ça dépend du nombre de salariés, de la complexité de l'organisation, de la complexité aussi de l'activité aussi. Il y a des activités qui produisent plus de problématiques de santé au travail. Donc c'est vraiment compliqué d'y répondre. Et puis, par exemple, moi, j'élabore aussi la feuille de route, ce qui n'est pas le cas forcément, pas le cas de tous les référents. Ça dépend aussi de ce qu'on met derrière ce terme de référent handicap. Donc c'est vraiment compliqué cette question. Un complément, Karine ou Louis, peut-être? En tout cas, nous, au conseil départemental, pour vous donner des chiffres, on est 3500 et je suis tout seul à gérer avec... J'ai une apprentie qui m'aide, heureusement, sur la partie recrutement. Mais effectivement, c'est une personne en plus ne serait pas de trop. Enfin, notamment, on a le reclassement professionnel qui est un énorme sujet entre les mains aussi. Donc, ouais, c'est compliqué à chiffrer, mais en tout cas, au moins une personne à temps plein sur le sujet, ça me paraît vraiment indispensable. Et peut-être comme le rappelait... À temps plein et avec une équipe. Allez-y, Karine, allez-y. Problème. À temps plein et avec une équipe. Je disais à temps plein et avec une équipe. Il y a un décalage entre les prises de parole, je suis désolée, c'est parce que nous sommes nombreux, hein, donc c'est pour ça qu'on
on se coupe la parole. Bon, ce n'est pas bien grave, on est dans l'échange. Effectivement, à temps plein, pardon, et avec une équipe au sein de l'entreprise, une équipe de l'organisme, puis une équipe aussi à l'extérieur. C'est très important. Merci beaucoup. Une question, alors pour le coup, peut-être tout à fait destinée à Christelle Brunet. Christelle, dans votre intervention, vous avez évoqué plusieurs choses. Parfois, rencontrer des difficultés avec le service de santé au travail. On a certaines questions qui nous demandent peut-être des précisions. Quel type ou nature de difficultés ou de freins vous pourriez rencontrer avec ces acteurs au sein des organisations? Et j'en profite pour vous poser la deuxième question. Vous avez évoqué aussi ne pas hésiter, lorsque vous estimez que cela était pertinent et nécessaire, à bousculer, je le mets entre guillemets, bousculer les personnes en situation de handicap pour les faire avancer. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur ces deux points-là? Je n'ai pas formulé les choses comme ça. C'est comme ça qu'elles ont été… C'est moi qui l'avais… je prends à ma charge ces propos-là, c'est moi qui les avais formulés comme ça. Alors, par rapport au service de santé au travail, c'est vrai que tout à l'heure, je disais démédicaliser le sujet. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, moi, je considère qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'entreprise qui sont légitimes sur la question de la santé au travail à partir du moment où on est sur les conséquences d'une situation de santé sur le travail. Donc, ça veut dire que moi, en tant que référent, je suis légitime, mais les chargés de recrutement, accompagnement de carrière sont légitimes, la psychologue du travail est légitime. Donc, voilà, moi, je me situe sur les conséquences de la situation de handicap. Donc, en fait, pour que ce soit une vision pluridisciplinaire, il faut que tous ces acteurs-là, comme le disait Madame Gros précédemment, se mettent autour de la table. Il y a peut-être une culture de la part des médecins du travail à se positionner comme des chefs d'orchestre avec une vision unique du sujet. Et là où je trouve que parfois ça peut être compliqué, c'est que moi j'aurais la volonté de faire intervenir beaucoup plus d'experts extérieurs à l'entreprise. Et malheureusement, je suis freinée dans cette envie, dans ce besoin que moi je peux repérer d'une analyse extérieure, parce qu'elle doit être déclenchée par les services de santé au travail, notamment le FIP ne permet pas de déclencher certaines aides, certaines analyses, si elles ne sont pas préconisées par le FIP. Donc, je pense par exemple à tout ce qui est analyse ergonomique. Voilà, donc si je suis pas en accord, pas en alliance, dans une situation d'alliance avec le service de santé au travail, ça risque d'être d'être compliqué en fait. Voilà. Merci beaucoup. Le temps file et nous étions persuadés qu'1 heure et demie était trop court pour aborder toutes ces questions-là, mais on va tenir les délais. Peut-être, alors, pour ce qui me concerne maintenant, une dernière question, alors plutôt adressée à Louis, du coup, et j'allais dire 2 questions en une. La première, parce que vous travaillez au sein du département du Val d'Oise et donc une vraie proximité avec la MDPH. Et une question autour de la MDPH et notamment le CELIA partenariat RUO. Quel lien vous opérez avec les services de la MDPH et en lien avec l'accompagnement des situations individuelles? Et vous avez évoqué, c'est ma deuxième question, ce lien par rapport au processus de recrutement, notamment des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous-même, en tant que référent handicap au sein du conseil départemental, vous avez en charge l'intégralité du processus de recrutement des personnes en situation de handicap, ou bien vous venez en complément, et si oui, comment? En 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, sur la MDPH, alors pour nous, ça a été très simple. Hein, la MDPH du 95 est sur le campus où on travaille. Donc, le lien a été très rapidement fait et on l'a fait vraiment tout de suite pour effectivement l'accompagnement des personnes au dépôt de la première RQTH ou du renouvellement. Donc, nous, on les accompagne mission handicap, on vérifie leur dossier, on peut aller le déposer à leur place, même si c'est mieux qu'ils le fassent d'eux-mêmes en cas où il y a des pièces qui manqueraient. Donc, on a fait ce premier lien. On les accompagne aussi sur tous les dispositifs que la MDPH peut proposer, notamment les DEA. Voilà, donc on est en lien avec eux, on a voulu resserrer un lien fort avec eux, de partenaire avec eux. Donc ça, on est très bien identifié. Et récemment, on a fait intervenir la MDPH pour venir faire de la sensibilisation
sur la reconnaissance, l'intérêt d'une RQTH sur certains de nos sites un petit peu éloignés. Donc ça, c'est vraiment, enfin, nous, on est très satisfaits de ce partenariat. Après, la MDPH 95, ils sont très performants, ils ont des délais qui sont incroyables, ils mettent un mois et demi pour traiter des demandes. Donc voilà, on a cette chance-là, donc on travaille beaucoup avec eux. Sur la partie recrutement, alors nous, ce qu'on a mis en place, c'est sur la préqualification des candidats. C'est-à-dire que en fait, le process de recrutement est laissé au niveau du service emploi. Par contre, nous, ce qu'on vient faire, c'est alimenter en candidature. Donc pour cela, on a monté un partenariat avec le Cap Emploi, mais on s'est aussi doté d'un site de recrutement dédié aux travailleurs handicapés, où en fait on a instauré avec les responsables emploi un point tous les 15 jours, ce qu'on a appelé le café du handicap. Donc on a été un peu copier le nom sur des choses qui se faisaient. Et en fait, pendant ce café du handicap, on va venir présenter les candidatures qu'on a été sourcées et qui correspondent à leurs besoins, et on va aussi collecter leurs besoins. Et alors, la préqualification que l'on fait, elle est bien entendu donc au regard des compétences et du savoir-être de la personne, mais surtout ce qu'on va vérifier, c'est si le handicap de la personne est compatible avec l'environnement dans lequel on va le projeter. Et si on valide tous ces éléments, on va transmettre la candidature du coup au service emploi et elle va rentrer dans un processus, on va dire, assez classique chez nous. Donc voilà, on a adapté en fait finalement la préqualification pour qu'on ne, entre guillemets, ne subisse plus le recrutement de travailleurs handicapés, mais qu'on nous-mêmes aille chercher les talents. Donc on participe aussi à des forums digitales pour aller collecter ce type de candidature. Voilà, merci beaucoup. Françoise, si tu me l'accordes, peut-être une dernière question qui s'adressera à Karine Gros. Du coup, je conclus sur cet aspect MDPH. Je vois qu'il y a des commentaires qui affluent aussi. N'hésitez pas, si besoin est nécessaire, à vous reporter aussi au replay de notre webinaire consacré à la MDPH pour aller plus loin, notamment comment créer ces liens partenariaux avec la MDPH en tant qu'employeur et employeur public. Karine, je le disais, peut-être une dernière question vous concernant, deux questions et très pragmatiques en lien avec le DU proposé par l'UPEC. Une première question pour, si vous pouviez nous rappeler, vous avez fait référence à une application mobile. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler très concrètement et précisément où et comment la trouver? Et une question là aussi très pragmatique, est-ce que le DU aujourd'hui que vous dirigez et que vous présidez est-il éligible au CPF? Question très précise. Voilà, je vais répondre aux deux questions. Effectivement, donc l'application référent handicap dont vous voyez là effectivement le logo, hein, donc est disponible sur les sur les stores Apple ou Google Play. C'est tout simple, donc il suffit de télécharger, c'est gratuit. Donc elle propose des histoires sous forme de fiction ou de témoignages, comme je le dis, pour développer des connaissances en faveur de l'insertion, du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Et concernant le DU, eh bien, nous sommes dans la seconde phase de démarche d'inscription du DU auprès de France Compétences pour le RNCP. Donc l'an prochain, le CPF pourra être sollicité et mobilisé. Et pour l'instant, eh bien, soit ce sont les employeurs, soit les pôles emploi Cap Emploi, soit également les OPCO qui sont sollicités pour financer la formation. Mais pour la prochaine promotion qui ouvrira donc pour la semaine pour l'emploi des personnes handicapées en 2022, en même temps que le DU référent emploi accompagné qui ouvrira pour la première fois, eh bien, pour le DU référent handicap, le CPF sera effectivement éligible. Merci Karine. Merci beaucoup. Moi, j'ai vu deux questions passer. Je vais y répondre rapidement. Il y a quelqu'un qui a posé la question des salaires de référents handicap. Je pense qu'on peut pas y répondre directement puisque, à ma connaissance, il y a aussi bien des agents en catégorie C que B ou A sur cette fonction-là. Donc, c'est vraiment propre à chaque organisation et là, on n'a pas, on n'a pas plus d'informations pour répondre à cette question-là. Et une autre. Ce que je pourrais rajouter, pardon, excusez-moi, puisque nous avons étudié l'évolution de carrière de nos diplômés, donc de la première formation à la 7e. Il y a une fois qu'on est diplômé, et cela me fait plaisir parce qu'en France, le diplôme nous sommes dans une nation, le diplôme est reconnu.
une fois que le diplôme est obtenu, il y a possibilité d'une avancée de carrière parce qu'il y a une légitimité du métier. Et ça, c'est très important, soit au sein de la même organisation, soit sur une autre organisation, mais on a vu effectivement voilà, une montée des salaires. Et ça, c'est important aussi. Merci pour cette précision. Et la deuxième question faisait référence à une fiche de poste. Est-ce qu'il y a une fiche de poste du référent handicap dans la fonction publique? Alors effectivement, Karine a parlé tout à l'heure d'un groupe de travail pour un référentiel sur le référent handicap dans les CFA. Nous, en tant qu'Handipact, on a travaillé, je vais vous le mettre là, voilà, sur un référentiel métier créé par les référents handicap qu'on a réuni, alors c'était en 2020, qui présente les différentes facettes, sachant que sur le site du Handipact, vous avez aussi des fiches de poste, des référents qui ont souhaité partager aussi leurs fiches de poste ou des lettres de mission que vous pouvez retrouver dans la boîte à outils du Handipact. Donc, je fais un focus sur le Handipact, puisque vous avez une formation pour les nouveaux référents qui est vraiment un premier vernis en deux fois de demi-journée pour comprendre les bases du poste de référent handicap. Vous avez cette fameuse boîte à outils sur le site du Handipact où on référence à la fois tous les replays des webinaires, les supports et tous les outils qu'on peut créer à la suite de ces webinaires et de tous les échanges de pratiques qu'on peut avoir. Donc évidemment, ces webinaires qui ont lieu à peu près une fois par mois. Le club dédié aux employeurs référents handicap, des employeurs conventionnés qui se réunit 3 fois par an en plénière avec entre chaque plénière des groupes de travail très pratico-pratiques dont l'idée est vraiment de donner des livrables pour créer un kit du référent handicap. Le dispositif parrainage dont on a rapidement évoqué l'existence avec lui et Christelle, où un référent expérimenté parraine pendant 6 mois un référent qui vient d'être nommé, et le fameux référentiel dont je vous ai parlé. Vous avez, on reconnaît Louis en avatar, vous avez les petites vidéos justement auxquelles Louis a participé pour rédiger les différents scripts avec d'autres référents de la fonction publique de la région, de la ville de Paris, de la DGAC. Voilà, on a plein de référents qui se sont mobilisés pour créer des outils et notamment ces vidéos. Voilà, vous avez 4 vidéos qui sont disponibles, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les diffuser dans vos organisations. Tous les outils du Handipact sont évidemment mis gracieusement à votre disposition et on espère que tous ces outils vous sont utiles. Et un dernier mot sur, alors Karine a présenté ses ouvrages tout à l'heure ainsi que l'application référent handicap. Et un petit mot en conclusion pour vous donner les prochains événements du Handipact avec les prochaines sessions de formation les 11 et 8 février l'après-midi. Vous avez les prix de l'inclusion, on ne cesse de le répéter, mais candidatez, vous avez jusqu'au 15 janvier pour proposer vos initiatives. Le dossier est téléchargeable sur le site du Handipact où vous nous envoyez un petit mail, on vous envoie le dossier. Proposez, l'idée c'est vraiment de valoriser toutes les pratiques sur le recrutement, le maintien dans l'emploi, la communication, la sensibilisation, la formation, pour que ces expériences puissent être, pour essaimer les bonnes pratiques et être reproduites dans d'autres organisations. Et on a décalé exprès la date jusqu'au début janvier pour que vous puissiez, voilà, après la course folle de fin d'année, vous puissiez tranquillement aussi vous poser pour remplir le dossier de candidature qui est très simple. C'est un recto à remplir sur l'idée de base de l'initiative et les résultats. Le prochain club aura lieu, la plénière aura lieu le 17 février sur la question du maintien dans l'emploi et on cherche des candidats volontaires pour participer aux travaux. Des groupes de travail se tiennent le 11 janvier et le 1er février pour travailler, alors choisir un thème parce que la thématique du maintien dans l'emploi est très large, mais là choisir peut-être un angle plus précis et travailler ensemble sur cette thématique-là.
Et enfin, le prochain webinaire se tiendra le 27 janvier, justement sur ce maintien dans l'emploi avec un processus accompagné et graduel. Je tiens à remercier vraiment nos intervenants pour cette matinée qui a été très riche. On a évoqué beaucoup de choses. Je trouve ça très intéressant d'avoir pu travailler sur cette question de la posture au sein de l'organisation, les savoir-être, les savoirs, les savoir-faire du référent handicap. Ça vous donne quelques clés pour appréhender un petit peu votre fonction. On a parlé de la légitimité, du pouvoir d'agir, de la mise en réseau qui sont indispensables pour travailler, pour être référent handicap. Donc, on espère que ça vous a apporté quelques éclairages et quelques pistes d'action pour vous-même. Merci pour tout. Pour notre part, on va se retrouver en 2022 et d'ici là, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.